Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une décision majeure qui a été prise à Strasbourg la semaine dernière. Le Parlement européen valide l'acte délégué qui confirme l'accord agricole Maroc-UE et surtout l'intégration totale des produits issus des provinces du Sud dans le commerce européen. Les tentatives d'objection ont été balayées et c'est un signal clair envoyé à Rabat. Ce vote renforce en effet un partenariat déjà massif, noté plus de 60 milliards d'euros d'échanges annuels, et l'Europe absorbe déjà près de 60% de nos exportations, sans oublier que l'UE reste le premier investisseur dans le royaume avec plus de 69 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Ce vote intervient au moment où l'agriculture marocaine atteint des records. En 20 ans, notez que les exportations ont été multipliées par 5 en valeur et une filière de la tomate devenue 3e mondiale avec des recettes qui dépassent le milliard d'euros et le Maroc qui devance son voisin ibérique sur cette filière de la tomate. Dans ce contexte, en validant l'acte délégué de la Commission, Bruxelles reconnaît noir sur blanc ce que Rabat répète depuis des années, à savoir que le Sahara marocain fait partie intégrante de la relation commerciale Maroc-UE. C'est une clarification politique, juridique et économique, une décision qui tombe au moment où s'installe un nouveau pacte pour la Méditerranée et où le Maroc s'impose plus que jamais comme un acteur central dans la sécurité alimentaire du continent. Mais l'autre vraie question de prospective, cette fois, qui dépend de qui aujourd'hui? L'Europe des récoltes marocaines ou le Maroc des normes européennes? Le Maroc ouvre aussi l'Asie, modernise ses filières, valorise le Sud, mais reste un défi, assumer cette position de force, renforcer les provinces du Sud et réduire la vulnérabilité aux règles européennes. Le vote clarifie donc le droit, et au Maroc maintenant de clarifier son ambition. On en parle ce soir avec, sur le plateau de questions d'actu, le président de la Comader, c'est Rachid Benali. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avec nous également le politologue, professeur de droit à l'Université 5 de Rabat, professeur Moustapha Srimi. Bonsoir. Bonsoir. Un peu d'histoire, un peu de pédagogie, et pour contextualiser, on va commencer avec vous, Srimi. D'abord, depuis ce processus de Barcelone de 1995, début de la coopération euro-méditerranéenne renforcée jusqu'à aujourd'hui. Le Maroc s'est installé dans un schéma pionnier de coopération avec l'Union européenne. Sur ce plan-là, ça remonte à des décennies et ça a conduit à un accord d'association. Un accord d'association, donc Maroc-Union européenne, qui intègre évidemment l'accord agricole. C'est un accord qui a été signé en 2010 et qui est entré en vigueur en 2012. Alors pourquoi cet accord d'association? Pour cette raison, la libéralisation progressive des échanges donc, de produits agricoles, de tous les produits agricoles donc relevant de l'économie nationale, c'est important à préciser, notamment pour ce qui est de l'agroalimentaire, de la pêche, etc. Les objectifs principaux sont les suivants à ce sujet. D'abord, de faciliter l'accès des produits marocains au marché européen, tous les produits marocains, j'y insiste, de réduire également les droits de douane progressivement sur de nombreuses catégories de produits. J'y ajoute aussi, évidemment, la stimulation des exportations agricoles marocaines. Vous avez fait référence à la tomate, évidemment, agrumes, fruits rouges, poissons, etc. Ce dossier a connu un certain nombre de tensions juridiques qu'il faut rapidement évoquer. Tensions juridiques avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a remis en question, on s'en souvient, la validité de l'accord agricole englobant les productions des provinces sahariennes et notamment donc l'inclusion des produits provenant du Sahara marocain. Alors ça a créé une situation d'incertitude qui a connu un certain nombre d'épisodes sur lesquels je ne reviens pas mais dont on a parlé sur le plateau à différentes reprises. Et puis il y a eu donc cet arrêt de la Cour de justice européenne du 4 octobre 2024, plus exactement, qui a accordé un délai d'1 an pour la normalisation jusqu'au 4 octobre 2025. Le 3 octobre 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un échange de lettres donc, entre notre diplomatie, notre ministre des Affaires étrangères, diplomatie, et la commission de Bruxelles. Et c'est sur ce plan-là, donc, il y a eu un certain nombre de décisions
avec le fait qu'il y avait une formule qui avait été retenue le 4 octobre à propos de l'échange de lettres qu'il y a eu donc il y a quelques semaines. C'est quoi cet échange de lettres? C'est le fait qu'on allait voir pendant un an comment les choses allaient s'appliquer. C'est ce qui s'est passé avec ce nouveau développement de procédure et la mobilisation d'une partie du Parlement européen pour remettre en cause cet accord. Peine perdue, la boucle est bouclée. Le Maroc voit ses demandes et ses revendications sanctionnées par un vote extrêmement important avec une majorité d'une voix. On va y revenir sûrement. Donc, et voilà une boucle qui est bouclée. Et donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que le Maroc envisage maintenant la normalisation des flux commerciaux avec l'Union européenne dans le cadre de l'accord d'association intéressant l'agriculture et la pêche, etc. Et nous en sommes là ce soir. Nous en sommes là. Oui, l'accord agricole marocain est pleinement conforme. Oui, les produits issus des provinces du Sud ont toute leur place sur le marché européen. Et non, les tentatives d'objection menées par certains groupes ont été balayées. Qui sont ces groupes, Mustapha Sahimi? Alors, ce qui est intéressant dans ces groupes-là, c'est le pointage est intéressant. Il y a un premier clivage, c'est entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. C'est intéressant. J'allais dire que l'Europe du Club Med a soutenu le Maroc. C'est extrêmement intéressant. En particulier l'Espagne, le Portugal, la Grèce et d'autres pays, l'Italie, la Roumanie, etc. Donc, ils soutiennent la position marocaine. En revanche, l'Europe du Nord, notamment les pays scandinaves, l'Allemagne et les Pays-Bas, donc, ne soutiennent pas cette position du Maroc et ils ont fait le plein des voix contre en invoquant ce qu'on appelle une motion d'objection. Qu'est-ce que c'est une motion d'objection? C'est un acte de procédure qui permet de remettre en cause l'accord tel qu'il a été signé suivant l'échange de lettres du 4 octobre dernier. Donc nous en sommes là. Le Maroc a donc des soutiens. Je note que c'était à une voix près. Le Parlement européen compte 720 eurodéputés. Les pays hostiles au Maroc donc, ont obtenu 359. Plus exactement, il aurait suffi d'une voix pour qu'évidemment ils aient gain de cause. Ça n'a pas été le cas. C'est une victoire diplomatique du Maroc, c'est extrêmement important. Et enfin, cet accord, et maintenant, il est scellé, il est applicable, il entre en vigueur et il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Nous allons en parler justement. Nous avons avec nous le représentant des professionnels du secteur agricole, Rachid Ben Ali. D'abord un mot sur votre satisfecit, j'imagine, après ce vote au Parlement européen. Qu'est-ce qui a été fait pour convaincre les eurodéputés d'abord de la véracité, de la légalité du Maroc, des produits marocains des 12 régions, issus des 12 régions du Royaume? Tout d'abord, c'est un dossier pour nous en tant que commandaire qu'on traîne depuis une dizaine d'années maintenant avec des procès de part et d'autre. On a eu pas mal, on a eu des gains de cause, on a eu des pertes, surtout maintenant avec l'arrêt du 4 octobre 2024, quand même c'était une douche froide quand même qu'on a subi parce que c'était illogique. Surtout, c'est un accord entre un pays et un groupe, l'Union européenne, et il y a le tribunal qui est venu pour plus ou moins essayer de casser cet accord. On a passé une année un peu difficile pour arriver à une situation qui a été, je félicite notre diplomatie pour avoir eu cet échange de lettres qui nous a permis d'avoir une opportunité d'ouvrir, de se retrouver, d'avoir le Maroc tout entier. Et il n'y a pas de province ni sud ni nord, on se retrouvait dans une situation qu'il fallait vraiment qu'on voulait depuis quelque temps. Maintenant, alhamdoulilah, avec le vote qu'il y a eu, ça a confirmé notre position. Et grâce à nos amis, comme l'a dit Cécile, c'est quand même nos amis qui sont là, même
officiellement, ce sont nos concurrents. Justement, l'Espagne. Vous avez parlé de l'Espagne. Et l'Espagne est non seulement concurrent, le Maroc a dépassé l'Espagne, ce que je disais un peu au niveau des tomates. Oui. Ce qui déplaît aux agriculteurs espagnols, il faut le dire. Et pourtant, non, quand même, il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que la majorité des pays européens sont avec le Maroc pour l'affaire du Sahara. Ils sont avec nous, donc en tant que pays, on n'a pas de problème avec la majorité des pays. Maintenant, il y a effectivement, il y a beaucoup de lobbies, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de groupements d'agriculteurs, des intérêts quand même plus que ces intérêts économiques, plus que pour les intérêts politiques. Et les intérêts économiques, bon, c'est ce qui, à notre avis, c'est ce qui a poussé ces 360 personnes à voter contre cet échange de l'air, cet accord qu'on a. Mais nous, en tous les cas, nous sommes contents, on a eu le gain de cause. Est-ce que c'est un gain de cause définitif? Est-ce que ce vote sécurise définitivement les exportations agricoles, notamment de nos provinces du Sud, face aux recours récurrents devant cette Cour de justice européenne? Je pense, même si on a des recours, je pense qu'on est là pour défendre. On est là dans cette position, on est là pour ça. Et effectivement, il n'y aura jamais des cantons tout le temps, il n'y aura pas, c'est pas possible. Il y a la Confédération paysanne qui a d'ailleurs fait une opération sur place. Le lendemain, il a fait une opération sur le terrain même pour bloquer des entrepôts et des camions. On a eu la même chose en Espagne il y a une année, même pas. On a eu la même chose en France. On était obligé d'aller dans des tribunaux au niveau de Gérone, de la région de Barcelone, comme on a été aussi au niveau de Perpignan, au niveau des tribunaux, que ce soit français et espagnol, mais c'est tout à fait normal. Je pense, moi, du moment que on touche à des intérêts chaque fois qu'on exporte. Maintenant, c'est notre rôle. On a essayé d'expliquer. On s'est mis d'accord avec ces gens-là, en plus. Avec ces agriculteurs, on s'est mis d'accord sur les modalités, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas de souveraineté alimentaire de part et d'autre. La France est l'un des plus grands, je pense, c'est le deuxième pays agricole au niveau de l'Europe, et l'un des plus grands au monde. Mais elle dépend du Maroc à pratiquement de la moitié de ses légumes. Le Maroc aussi dépend de cette Europe. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi peut-être de diversifier aussi les marchés de nos exportations? Il y a des échanges quand même entre nous. Bon, ils ont compris quand même. La majorité des agriculteurs, la majorité des fédérations ont compris que l'intérêt de la France, c'est d'avoir des bonnes de la France par exemple, avec lesquels on a eu des problèmes, que ce soit les Français ou l'Espagne, la majorité comprennent, parce qu'il y a les producteurs de céréales qui sont très intéressés par le marché marocain. Les producteurs du lait, les producteurs, il y a quand même, c'est ça les échanges. Ils ont compris, mais il y a une petite minorité, c'est tout à fait normal. Là, on touche carrément, ils ne sont pas nombreux, une centaine d'agriculteurs. Fait intéressant, pendant ce vote au Parlement européen, et les filles n'ont pas voté. Mustafa Sahimi. Qui? Et les filles. Oui, alors ça c'est une position qui est compliquée. Ça tient sans doute à des considérations de politique intérieure en France. Il y a la place du secteur agricole dans les débats de politique intérieure. Il y a la politique agricole commune de l'Union européenne qui est débattue et qui n'est pas consensuelle dans l'échiquier politique français, évidemment. Je voudrais donner un point de vue de juriste, si vous le permettez. C'est un accord qui est exécutoire, qui sanctuarise l'accord tel qu'il est aujourd'hui. Il n'est plus possible aujourd'hui, il n'est plus possible de remettre en cause l'effet exécutoire de ce vote, donc tel qu'il est intervenu il y a quelques jours. Donc la Cour de justice européenne ne constitue plus un levier politique entre les mains des groupes hostiles. C'est bouclé. C'est ce qu'on peut appeler dans le vocabulaire des juristes l'autorité de la chose jugée. Il n'est plus possible aujourd'hui à un certain nombre de groupes de dire « Ah oui, mais il faut revoir ça, etc. » Ils ne peuvent plus remettre en cause cet accord, c'est extrêmement important. J'ajoute une précision pour nos téléspectateurs. Pourquoi nous sommes satisfaits de cet accord-là aussi? Parce qu'il va permettre le traçage et la traçabilité de tous les produits agricoles de toutes les provinces aériennes. On a concédé
c'est une concession formelle, qu'il y ait donc l'origine et la zone de production pour le marché européen, notamment des productions agricoles des provinces méridionales récupérées, ça ne mange pas de pain. Il faut le dire, oui. C'est-à-dire, ça n'est pas une concession diplomatique que fait le Maroc. Le Maroc a accepté cet étiquetage donc pour donner suite à un certain nombre d'interrogations, etc. C'est de fait une reconnaissance économique des provinces. Évidemment. Sud, donc le Maroc n'a aucun complexe à établir la traçabilité et le contrôle de qualité de la production agricole des provinces sahariennes. Il faut ajouter aussi que ça consolide la place des produits marocains sur le marché européen. L'ensemble des productions agricoles à travers le territoire national. Ça sécurise également les exportations agricoles qui viennent des provinces du Sud, c'est extrêmement important. Et puis, ça va permettre aussi de renforcer le tissu économique local. C'est-à-dire que on y viendra parce qu'il y a des prérequis pour cela. Mais avant, est-ce que cette décision peut influencer aussi les positions de certaines capitales européennes vis-à-vis de ce dossier qui reste encore prudente sur la question du Sahara? Eh bien, si, vous savez, c'est la position royale telle qu'elle a été formulée voici plus de 2 ans. C'est à l'aune et au prisme des positions économiques de nos partenaires traditionnels que nous aurons à faire évoluer les relations bilatérales. C'est extrêmement important. L'avantage de cette position, il est là. Nous avons une diplomatie extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est lisible. Elle n'est pas compliquée. Vous voulez avoir de bons rapports avec le Maroc, il y a une grille de lecture, il y a une table des matières, il y a un référentiel. Et si vous vous inscrivez résolument dans le cadre de ce référentiel et des positions de principe telles qu'elles ont été exprimées par le souverain voici plus de 2 ans, c'est extrêmement facile d'avoir des relations normalisées avec le Maroc. Et ça, c'est un grand acquis. Ce n'est pas toujours le cas pour un certain nombre de pays qui se distinguent par des positions ambiguës, opaques, etc. J'ajoute un dernier point aussi, c'est que ça va être un vecteur de modernisation des normes agricoles. Pour ce qui est de la qualité, de l'environnement, de la traçabilité, etc. Et de la digitalisation, de l'empreinte carbone. C'est les défis, parlons-en avec les professionnels. Quels défis, Moustapha? Alors, les défis qu'il y a, c'est d'abord le respect strict des normes européennes. Ça implique un cahier de charge. Ça implique un cahier de charge, le respect donc strict des normes européennes en matière de qualité, en matière de sécurité alimentaire, d'environnement aussi. Également, un autre défi, c'est la gestion durable de l'eau et l'adaptation climatique. Et puis, la nécessité, pour finir, de soutenir les petits agriculteurs marocains face aux contraintes de certification. Vous m'avez posé toutes les questions que je devais poser à Rachid Benadi. Et on va commencer. Sommes-nous prêts avec cette question? On ne peut plus clair. Rachid Benadi, sommes-nous prêts pour assurer la traçabilité? Sommes-nous prêts pour assurer aussi la digitalisation de l'ensemble de la chaîne de valeur des différentes filières pour répondre à ces fameuses normes européennes? Alors, c'est très simple. Vous avez répondu vous-même au départ, à l'introduction, comme vous avez dit, qu'on a multiplié par 5, je pense, nos exportations, je n'ai pas le chiffre exact, de nos produits agricoles sur l'Europe ces 20 dernières années. Effectivement, pour atteindre 83 milliards de dirhams d'export, ça, on ne peut pas le faire si on n'avait pas une traçabilité, une fiabilité, une qualité. On a eu des rumeurs ces derniers temps sur la qualité des produits exportés, de résidus, tout ça. Il y a eu des recours. Pas du tout. J'insiste sur ce point et devant vos téléspectateurs, devant tout le monde, c'est pas vrai tout ça. On a toujours des alertes. Et je peux vous dire, moi, je n'ai pas le chiffre en tête, mais quand on a 200 alertes qui viennent d'Espagne ou on a 20 du Maroc, c'est des alertes, ce sont des alertes qui arrivent. Ce sont des fois, il y a des petites, mais il n'y a pas de retour. Ce qu'on a dit, c'est le retour, le refoulé d'huile d'olive, ce n'est pas vrai, il n'y a jamais eu ça. Le refoulé d'olive de table, il n'y avait pas. Il y avait un problème, c'était des produits, et ils ont compris, c'était en Belgique, ils ont compris que c'était de la contrefaçon. C'était un produit contrefait parce que les Marocains en Belgique aiment une marque
c'est-à-dire qu'ils consomment parce qu'ils gardent la saveur marocaine, ils la retrouvent. Et là, c'était un simple contrôle qu'ils ont trouvé. Si on trouve, je ne vais pas citer une marque de maroquinerie, un sac français connu, imité, qu'on en trouve quelque part dans un pays, on ne va pas mettre... Alors, juste pour être clair, parce que moi, je ne vous suis plus là. Qu'est-ce qui a été contrefait? C'était une marque d'huile d'olive. Ah, d'huile d'olive. Vous parlez d'huile d'olive. Qu'en est-il des oranges? Par exemple, pour la Russie, qui a émis un avis sur les oranges marocaines. Ce sont des alertes. On a toujours des alertes. Partout. Oui, mais pourquoi a-t-on ces alertes? Des centaines de milliers de tonnes, c'est tout à fait normal, il y a des alertes. C'est valable quand on prend des alertes. C'est des alertes liées à quoi? À l'utilisation de pesticides? C'est quoi exactement? Chaque fois, il y a des résidus de pesticides qui dépassent des normes quelque part. Et ça si on revient à ce site, vous pouvez le consulter, c'est le site où il y a toutes les alertes, toutes les exportations. Si on n'avait pas ce problème-là, on ne pouvait pas augmenter autant d'exportations. Les Européens ne sont pas bêtes. Nous avons des associations de défense de consommateurs qui suivent très bien ça. Mais pourquoi on parle encore d'un secteur fragile? Quand on parle de la tomate, dès que les prix européens bougent, eh bien, le secteur est malade. On voit où le kilo de tomate tombe à 1 dirham, où les producteurs se plaignent. Pourquoi le secteur reste aussi fragile si on exporte autant? Non, on exporte, ça dépend. On est sur... Il n'y a pas de tomate, il n'y a pas une tomate. Il y a plusieurs tomates. On parle de tomates cerises, on tomate de la tomate rente, il y a d'autres variétés de tomates. Vous vous souvenez de cette crise de la tomate il y a 2 ans? Ça existe toujours. Mais si on a augmenté autant nos exportations, pourquoi le secteur reste aussi fragile? Non, il n'est pas fragile. Ils arrivent à se maintenir. Ils savent ce qu'ils font. Les producteurs de tomates, je n'en suis pas. Je suis pas producteur de tomates. Je sais, vous défendez votre secteur qui est l'huile d'olive. Mais moi, je me pose la question, c'est-à-dire que je me souviens parce qu'il y a eu vraiment une crise de la tomate parce que les prix en Europe ont craché. C'est un passage, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, il y a des crises au niveau d'olive, il y a des crises au niveau des produits. Mais ce que vous dites, c'est que le secteur se porte bien, il n'est pas fragile. Non, pour l'instant, il se porte bien. Si demain les prix dégringolent en Europe, on n'aura pas de problème au Maroc. La tomate marocaine n'aura pas de problème. C'est toujours des problèmes. C'est toujours, il y a pas, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais ce n'est pas parce qu'on est trop dépendant de l'Europe aussi? C'est possible, parce qu'on est quand même à 60% des exportations qui vont vers l'Europe. C'est possible, parce que quand même, nous avons un problème de transport. Ce n'est pas facile. C'est un produit périssable qui doit être acheminé rapidement. Et c'est difficile, déjà. On peut pas, sa valeur ne permet pas, comme les fruits rouges qui peuvent partir au Moyen-Orient, ils peuvent partir voyager et tout, il n'y a pas de problème parce que leur valeur le permettent. Mais la tomate, il y a ce côté-là de la valeur qui est quand même inférieure à certains produits. Donc ça ne permet pas de transport qui coûte cher. Donc il y a la proximité. Sinon, il y a toujours cette habitude d'échange avec un partenaire même si fiable. Depuis des années qu'on travaille, le Maroc travaille avec l'Europe, c'est difficile de changer. Il y a eu cette décision de la Cour de justice européenne, on ne peut pas parler de fiabilité. Bon, sans vouloir un peu être pessimiste après ce vote au Parlement européen. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à diversifier aussi on le fait, les ils sont en train de le faire, on diversifie, mais ce n'est pas facile, je vous dis, de changer, de switcher du jour au lendemain, ce n'est pas facile. Quand on a un créneau, c'est des milliards de dirhams, c'est plusieurs dizaines. Une contrainte, si vous le permettez, c'est la contrainte qui vient le 1er janvier 2026, la contrainte de la décarbonation. Aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On suit, ils sont à jour, ils sont déjà prêts. La majorité des exportateurs sont prêts. On parle de quels exportateurs? Petits, grands? Tout le monde. Là, ça suit. Ça passe par des stations, ça passe par des stations d'emballage, ils suivent, ils sont en train, pratiquement ils sont prêts. Il n'y a pas de problème pour... Il n'y a pas d'inquiétude. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Nous avons quand même... C'est quelque chose qu'on suit depuis longtemps. On est préparé pour ça depuis longtemps. Les Marocains sont des vrais professionnels sur ce point. On ne risque pas une fatigue sociale agricole face aux nouvelles normes, Rachid Menali, à la pression sur les terres, aux coûts d'irrigation, etc. Non, ils suivent, il n'y a pas de problème. Ils sont à la page, ils savent ce qu'ils font. J'aimerais bien faire un bilan d'étape avec vous dans quelques mois. On le verra dans quelques mois. Est-ce que toutes les régions sont prêtes?
inclut, bien sûr, les provinces du Sud. Est-ce qu'elles sont prêtes à monter en gamme? Que les autres. Ils sont les provinces. Ah bon? Ouais, parce qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'on a. Ça va démarrer incessamment, prochainement. C'est le dessalement ça sera de l'irrigation par dessalement. Et à ce moment-là, il y a l'utilisation pratiquement 100% de l'énergie renouvelable. Et c'est que du renouvelable, c'est que donc ça donne beaucoup plus Maintenant, on est en train. Bon, il y a du transport aussi. Le transport est important. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont en train de négocier, d'essayer, par exemple, je vous dis juste un exemple, au lieu de faire le trajet Algeciras jusqu'à Perpignan, par exemple, en camion, maintenant ils sont en train d'essayer de passer la majorité par le bateau. Et avec le bateau, on a beaucoup moins d'empreintes carbone que le camion. Donc ça, c'est des choses qu'on discute, qu'on essaie d'être toujours de... Le modèle agricole tel qu'il fonctionne, est-ce qu'il vous paraît optimal et il bénéficie à qui? Aux gros producteurs, aux petits producteurs? Ça dépend de quel modèle. Vous parlez de l'exportation spécialement? Oui, l'export, oui. L'export, il y a il y a beaucoup de gros, mais il y a beaucoup de petits aussi. Énormément de petits. Qui s'occupe des petits? À la base, ce sont des agrégations au niveau des stations de conditionnement. Vous pensez que le modèle d'agrégation, c'est une réussite? Au niveau des exportations, quand ils passent par des stations de conditionnement, ça marche. Ça, ils sont obligés. On ne peut pas exporter directement comme c'est le marché. Ils ne peuvent pas mettre leurs marchandises sur le marché local, comme ce qu'ils font sur le marché local d'ici. Donc, ils sont obligés de passer par des stations de conditionnement. Et là, il y a une agrégation qui marche. C'est un marché qui est entre les mains de gros exportateurs. Avec des coopératives, des coopératives aussi. C'est un modèle inégal. Pourquoi? C'est un modèle inégal de développement. C'est-à-dire qu'il bénéficie aux gros, il ne bénéficie pas forcément aux petites coopératives. Si, c'est la même chose. Quand on exporte, quand on a les mêmes prix, ça bénéficie pour tout le monde. Alors, je voudrais juste revenir à cette diversification. J'insiste sur la diversification. Où en est-on par rapport au marché asiatique, par exemple, chez Grinnell? Si on cherche la tomate, ce n'est pas possible, ça va être très difficile. Non, je parle des produits qu'on exporte de manière globale. On n'a pas que la tomate, on a les fruits rouges, l'avocat. Et là, c'est une autre question vous connaissez, sur le stress hydrique. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'on fait pour percer dans ce marché, ce qu'on connaît, le produit marocain sur les marchés européens. Asiatiques. Européens, certainement. Non, asiatique, ça dépend de ce qu'on vise. Est-ce qu'on part du Moyen-Orient? Ça démarre. S'il y a toujours, on est pénalisé toujours par le transport. Il y a toujours ce problème parce qu'on est sur des produits périssables et c'est des longues distances, très longues distances. Et donc, ce n'est pas des produits aussi faciles. Si on a une forte valeur ajoutée, ça passe. Mais si on a une faible valeur ajoutée, c'est très difficile. D'où la tomate, ce n'est pas un produit qui peut avoir beaucoup de valeur ajoutée comparé par exemple aux fruits rouges. Si on parle de la tomate cerise, ça peut marcher, mais ça marche uniquement sur le marché européen, le marché britannique, de proximité. On ne peut pas faire des semaines de déplacement pour aller... Ça pose le problème de la connectivité maritime et en particulier la nécessité d'une flotte marchande. Ça peut régler le problème, mais ce n'est pas vraiment le problème de flotte. Ça peut régler une partie du problème, oui, mais pas vraiment la flotte. Parce qu'il y a aussi les délais de transport. Les délais, et ce n'est pas les mêmes marchés du tout. On n'a pas les mêmes. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui change? Si on prend les consommateurs asiatiques, ce n'est pas eux qui vont... ils n'ont pas l'habitude de consommer, par exemple, la tomate cerise. Ce n'est pas eux qui vont consommer, je ne sais pas moi, un produit, comme on revient à notre huile d'olive, ce n'est pas eux qui consomment l'huile d'olive, ce n'est pas la même quantité. Comment se porte l'huile d'olive, en parlant d'huile d'olive? Pardon? Comment se porte l'huile d'olive marocaine? Très très bien. Par rapport à ses voisines européennes, méditerranéennes en tout cas, et quid des prix, parce que ça intéresse tout le monde. Non, les prix sont vraiment en baisse. C'est bien. Baisse très très intéressante. La qualité aussi. La qualité n'a pas changé, toujours la même, il n'y a pas de problème, et les baisses sont très importantes. Et là, on est à des prix, vraiment, on revient à la normale. On est passé par 2 années où il y a eu des pics, maintenant on redevient un prix normal, il est aux alentours de 50 dirhams, 55 dirhams.
Est-ce qu'on a aux une consommateurs. marque? Est-ce qu'on a une marque marocaine? Est-ce qu'on a vraiment un porte-étendard, comme on dit, d'un produit du terroir marocain, qu'on peut dire qu'on est fier de cette marque qui représente l'olive ou la tomate, ou que sais-je? Bien sûr, il y a une marque, il y a le Made in Morocco, ça existe aussi dans la Madère. Ça existe chez nous. Est-ce qu'on Est-ce que- le reconnaît ailleurs? C'est ça. parlez de- Parce que nous, quand on parle du Made in Maroc, bien évidemment, on connaît et c'est très bien. Mais est-ce qu'on a vraiment une véritable marque? Quand on dit que c'est un produit marocain, que signifie cela? Alors, quand on parle les agrumes, par exemple, nous avons carrément une variété marocaine qui est très répandue. C'est la Nadorkot, qui a une autorité mondiale, tout le monde le connaît. Il a été essayé même d'être volé par d'autres pays et qui fait vraiment, c'était très demandé. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est une variété parce que on ne parle pas de la marque, maintenant on parle de la variété. On a une marque de tomates cerises qui est parmi les premiers au niveau mondial. Oui. C'est une marque que tout le monde connaît et qui est parmi les meilleurs. Maintenant, d'autres produits transformés, c'est difficile, très difficile. Par exemple, l'huile d'olive. C'est impossible. Difficile. C'est impossible d'avoir des marques à l'international. À D'accord. part les marques sur les marchés où il y a des Marocains du monde, où ils sont intéressés par une marque spécialement. Sinon, c'est impossible. Je vous dis, c'est clair, pratiquement impossible. Même les Espagnols qui produisent 50% de la production mondiale n'arrivent pas à pénétrer ces marchés-là. C'est très difficile pour eux. Notamment américains. Pareil, ils sont obligés de passer par des marques italiennes qui commercialisent sur place. C'est les Italiens, ils sont connus par ça. Quand on parle pour fabriquer, on revient au sac dont je vous ai parlé. Si ce n'est pas français, il ne passe pas. Donc c'est la même chose. Quand on parle d'une huile, les Espagnols font 50% du marché mondial, mais pourtant, ils sont obligés, leur marque ne perce pas. Très difficile. Donc, de quoi avons-nous vraiment besoin aujourd'hui dans le secteur pour pouvoir développer cette plus-value des produits agricoles, Rachid Ben Ali? Alors là, pour ça, il faut plusieurs heures d'émission. Parce que c'est j'aimerais bien qu'on tellement clôture vaste, sur parce que cela. vous parlez d'agriculture en général. En général, oui, bien sûr. De l'agriculture en général, pas que des produits de... Parce que à un moment, on parle de... Bien sûr, il y a la production, la souveraineté alimentaire, il y a la sécurité alimentaire, il y a aussi la création de valeur, la création d'emplois. Et ça passe aussi par l'industrialisation un peu de l'agriculture. De quoi, aujourd'hui, on a besoin pour avoir vraiment une véritable chaîne de valeur pour transformer les produits qu'on produit au Maroc et leur donner davantage de valeur à l'international. Alors, ça ne veut pas dire, si on transforme, ça ne veut pas dire qu'on donne une valeur à l'international. Est-ce qu'on cherche à l'international ou on cherche à satisfaire le client local déjà? Parce que maintenant, avec les 7 années de sécheresse qu'on a passées, c'est difficile déjà de faire face à la demande locale. En quoi? La majorité des produits. C'est difficile maintenant. On est en C'est-à-dire, train qu'est-ce que vous appelez par majorité de retrouver notre équilibre d'avant. Oui, mais alors du coup, moi, je vais vous renvoyer la même question. Vous parlez de quoi exactement? Des céréales, on est loin, parce qu'on a choisi une autre agriculture. Ça, on peut pas de le quoi? faire. De pommes de terre, de tomates. Visiblement, on est le 3e exportateur mondial, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc, vous parlez de quelle filière? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut plusieurs émissions pour parler de ça. Si on parle de la viande aujourd'hui, si on passe aujourd'hui, la Viande rouge, par exemple, viande blanche, on est à 100%, on exporte même quelques excédents. Viande rouge, on est au niveau des ovins, il n'y a pas de problème, on a ce qu'il faut maintenant. On n'importe plus, vous dites, Rachid Ben Ali, on ne on va plus importer de vaches. On ne peut pas vous dire ça, c'est des bovins. Pas de bovins. Ovins, pardon. Pas d'ovins. Donc, avec l'arrêt de lait de l'année dernière, maintenant, on a ce qu'il faut pour faire face. Et pour les bovins, c'est pareil? Bovins, non. Bovins, on ne peut pas faire. Jusqu'à présent, on est obligé d'importer. Parce que la sécheresse est passée par là, on a perdu pratiquement les 40% de notre cheptel qu'on a perdu. Le lait aussi. De lait qui on va importer, on continuera d'importer. Pour combien de temps, selon vous?
Tout dépend c'est un problème climatique, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Si on a de la pluie demain, ben l'air va pousser, on va encore cultiver, ça va reprendre, et on va arrêter les importations. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on parle du maraîchage... Un peu trop simple, peut-être. Non, c'est pas aussi simple. C'est aussi simple, c'est simple. C'est simple. C'est un indice révélateur quand même. Non, c'est simple, c'est pas un problème. D'accord. Donc c'est un problème de pluie, encore si on ne parle pas de pluie, ça veut dire qu'on n'a rien compris encore. Non, mais ce n'est qu'un problème, je précise, ce n'est qu'un problème de pluie, et de nappe, parce qu'il faut recharger les nappes, recharger les barrages qui sont à sec. C'est pas aujourd'hui qu'on va reprendre tout ça. Il faut oublier, en 2015, on a fait le trop-plein. On était à près de 20 milliards de mètres cubes dans les barrages. Aujourd'hui, on est moins de 4 milliards. Donc, il faut remplir tout ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas avec quelques passages de pluie qu'on va récupérer ça. Oui, mais ce n'est pas en produisant aussi, en exportant des produits très aquavores qu'on va aider à restituer nos nappes phréatiques. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais laisser, juste, si je vous mets permettez, ça là. Hein. Je suis pas d'accord. Je vais laisser la problématique climatique de côté et vous interroger sur un autre point. Qu'est-ce qui est fait pour la promotion d'une classe rurale moyenne, comme l'avait demandé le souverain voici 3 ans? Le programme. Vous parlez de ce qui a été fait dans l'agriculture en général? Oui, il y avait un grand chantier qui avait été posé par le souverain. Il avait insisté sur la nécessité de promouvoir une classe moyenne dans le secteur agricole. Oui. Parce que ce soir, Mostafa Sahimi aussi pose des questions. Oui, mais je suis là pour ça. Oui, je le découvre aussi. Très bien, oui, Rachid Mehli. Donc, qu'est-ce qui est fait pour la classe moyenne rurale? Oui. La classe moyenne, alors je vous dis, non, mais c'est tellement des questions tellement vastes, maintenant il faut qu'on rentre dans c'est très simple. Si on veut prendre maintenant, par exemple, je vous cite juste un exemple. Quand on parle de la subvention pour l'irrigation, les subventions pour l'installation. Un agriculteur, au-delà de 5 hectares, bénéficie de 60% avec un plafond. Un agriculteur de moins de 5 hectares, il a 100% gratuit. Il a une installation clé en main gratuite. Je pense que ça veut dire tellement de choses. C'est tellement... Et là, c'est entre 60% à 100%, 60% plafonné. Là, mais est-ce qu'il y a la main-d'œuvre? Est-ce qu'il va trouver le financement nécessaire pour acheter aussi Alors, les crédits, tout ce qui est nécessaire? Il y a des crédits qui sont destinés spécialement, on parlait pour l'installation, des crédits qui sont destinés spécialement pour le petit agriculteur et moyen. Et ça, c'est... À hauteur de? C'est très variable, il n'y a pas d'auteur. Non, mais est-ce qu'il y a un seuil minimum? Non, il n'y a pas de minimum. Non, parce qu'au niveau du crédit, je peux le citer parce que c'est le seul qui finance l'agriculture, c'est le crédit agricole, c'est une banque étatique en plus. Oui, bien sûr. Donc c'est le seul qui le fait, mais il a 3 tranches. Il y a le Mouil Fillah, il y a Ardé, et il y a l'agriculture normale. Donc avec ces trois, il peut, avec le petit agriculteur, avec des avantages nettement supérieurs aux moyens et aux grands. Et on se demande pourquoi il reste l'exode rural. Hein, il n'y a pas aujourd'hui, l'exode rural, c'est causé par la sécheresse. On n'arrête pas de le dire. C'est encore une question de pluie. Je pense que la prochaine fois, on fera une émission sur le terrain et vous verrez beaucoup mieux de vous-même. Quand on est dans un terrain où il n'y a rien du tout, il y a on attend de la pluie qui tombe parce que même la nappe est sec. Et ces agriculteurs, qu'ils soient petits ou moyens ou grands, ils attendent de la pluie. Et s'il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester là. En plus, il y a un point très important qu'il ne faut pas oublier. On parle beaucoup de départ. Aujourd'hui, le problème majeur dans l'agriculture, surtout, on est en pleine période aujourd'hui de la récolte d'oliviers. Récolte olivier, c'est 50 millions d'emplois, jours-emplois par an. Aujourd'hui, le seul problème, le plus grand problème qu'il y a tout ce monde-là, c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers. Oui, mais il n'y a pas d'ouvriers parce qu'ils veulent continuer à percevoir l'aide de l'État. L'aide directe. Non, désolé. Ça, par contre, c'est quelqu'un du terrain qui me l'a dit sur ce même plateau, même si on ne descend pas sur le terrain, mais nous ramenons le terrain sur le plateau. Désolé, la différence, ce que vous dites, non. Il faut nuancer. Ils ne veulent pas, parce qu'ils touchent, ils ne veulent pas être déclarés.
Mais ils travaillent. Oui, mais bon. Ils travaillent. Si on prend les chiffres aujourd'hui, vous allez vous trouver qu'il y a, je ne sais pas moi, une zone comme Bni Mellal, on trouvera qu'il y a peut-être 10 000 chômeurs dans l'agriculture qui sont déclarés. Ce sont des gens qui touchent, peut-être qui se déclarent chômeurs, mais pendant cette période, tout le monde travaille, on n'arrive pas à les trouver. Et aujourd'hui, on ne parle plus de salaire de 93 dirhams qui est dans le SMAC. Aujourd'hui, les salaires sont entre 150 à 250 dirhams jour. Tant mieux pour eux. Merci beaucoup, Rachid Menali. Merci à vous également, Mustafa Sahini. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci, voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.